Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle et j'ai le grand bonheur pour cette chronique arrière-scène du soloprenariat en herbe d'accueillir Marie-Catherine Nicole. Bonjour. Bonjour Marie-Catherine. Merci beaucoup de m'accueillir. Et on va parler, oui, c'est le volet en herbe, donc c'est la zone, je te dirais, la plus rock'n'roll du soloprenariat parce qu'au début, je sais pas Marie-Catherine si tu es d'accord avec moi, mais au début, on n'a pas juste nous à convaincre, on a souvent notre famille, nos amis, notre entourage, notre employeur, on a tellement de monde à convaincre. Et ça, c'est vraiment drôle, je vais élaborer après avoir vu ton feedback là-dessus. Ouais. On a tellement de monde à convaincre autour de nous que c'est très facile de l'échapper, c'est très facile de se décourager. Et j'en ai vu beaucoup qui, à ce stade-là, ont dit « bon ben bye ». Donc, c'est pour moi le volet en herbe. C'est pour moi, j'ai la grosse chair de poule, c'est la pierre angulaire de ces chroniques-là que je fais pour vous autres. Parce que c'est les fondations. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est le point où on déchiffre pour être capable de construire. Fait que des fois, les arbres sont faciles, puis des fois, les racines sont pas le fun. Ça ressemble à ça. Et dans ce challenge-là, où est-ce qu'on a à convaincre notre entourage que c'est une bonne idée, qu'on n'est pas dans le champ, que, ben oui, on a quelque chose d'extraordinaire à offrir. Ouais. Pour toi, comment tu le vis? Je vais parler de comment je l'ai vécu puis comment je le vis maintenant parce que c'est encore en cours. Au début, c'est sûr qu'on a la passe où on vient de trouver une pépite d'or puis il faut absolument la faire partager. Fait que là, on parle de notre projet à tout le monde comme étant la meilleure idée du siècle. Puis c'est vraiment ça. Puis il faut cette partie-là pour nous donner l'élan de faire le saut parce que sinon, on irait juste pas. Fait qu'on fait le saut, on en parle à tout le monde. Là, tout le monde voit à quel point on est excité, puis veut pas, nous parle aussi de leur peur. De nos peurs, de leur peur. Bref, finalement, ça se mélange tout ça. Oui, ben dans le fond, il essaie de nous convaincre qu'on aurait raison d'avoir peur. C'est ça, exact. Fait que là, ben, parce qu'on est dans notre phase d'excitement, on fait juste, si tu penses que je vais t'écouter. Fait que... c'est comme ça, tu sais, moi j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à mes amis. Et tout le monde voyait ben trop que j'avais un très gros potentiel, mais voyait plus les peurs que le potentiel, tu sais. Mais moi j'étais rendue là. Je ne pouvais plus aller seulement dans les écoles, parce qu'à la base j'ai un bac en enseignement de la musique. La vie me montrait de toutes les sortes et les façons possibles que j'avais plus de faire là. Fait que j'ai fait, OK, ben on l'essaye, tu sais. Puis, dû à une énorme épreuve que j'ai dû vivre en même temps, la phrase que je me répétais, c'est « il faut que j'essaye », puis c'est pas un « si ça marche », mais un « quand ça va marcher ». Puis cette phrase-là, je me la répète tout le temps. Parce que dans le fond, tu as fait ce saut-là il y a combien de temps? Il y a 1 an, ben, disons que la préparation était avant, je dirais 1 an et demi, peut-être 2, où je commençais à écrire ce que je voulais, à quoi ça allait ressembler, les différentes options aussi, là, parce que dans le domaine où je suis allée, je crée ma job. Elle n'existe pas. Donc, les possibilités sont gigantesques, c'est vraiment le fun, mais en même temps, comment choisir, tu sais? Fait que j'étais rendue là, j'écrivais beaucoup à savoir, OK, ben je pourrais aller là, je pourrais faire ça, différentes façons. Mais j'ai décidé d'enregistrer, fait que faire le pas concret dans la matière, ça a fait 1 an, là, quelques semaines. Wow! Fait que wow. c'est ça. Et Marie-Catherine soulève un super de bon point. De qu'est-ce que je vais faire? Il y a beaucoup d'hypersensibles, des hauts potentiels
qui sont dans cette impasse-là où est-ce qu'on est capable de faire n'importe quoi dans la mesure où on décide de le faire. Oui, non, c'est ça. C'est ça qui arrive. Et non seulement cette posture-là nous dit qu'on n'a pas le choix, c'est évident qu'on a quelque chose à offrir, mais en même temps, le champ des possibilités est tellement grand que ça rend presque fou. C'est là que, lorsqu'on rouvre le champ des possibilités, notre âme s'emballe. Et ça génère tellement de mouvements au niveau de notre corps. On a l'impression qu'on va s'envoler, littéralement. Ça nous donne des ailes. Et c'est ce qui fait que quand on parle de nos projets, j'ai la grosse chair de poule, c'est ce qui fait que quand on parle de notre projet, ça devient d'une évidence. C'est comme si on était déjà là. On est déjà rendu. Et c'est difficile de se dire « Ah, je vais me limiter », alors qu'on se sent illimité, on expérimente l'illimité. On se voit, on s'imagine, on se goûte. Donc, cet élan-là, où est-ce qu'on choisit de croire en nous? Parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, puis qu'on se dit, hostie, j'ai quelque chose à offrir. Et c'est comme, je donne souvent l'exemple, admettons là que tu as écouté la TV toute ta vie, puis que tu penses que c'est vrai ce que tu vois dans l'écran. Puis tout à coup, je t'amène dans un studio de télévision, puis là, tu vois que c'est de la mise en scène, qu'il y a un producteur, qu'il y a des acteurs, qu'ils sont beaucoup de montage. Beaucoup de montage et tout ça. Est-ce qu'après, tu vas être capable de regarder encore la télévision et de te faire croire encore que c'est vrai? Non. Donc, le jour où tu tombes face à face avec ton talent, ton potentiel, tu n'es plus capable de te faire accroire que c'est pas là. Mm. Je pense que, toi, comment tu as vécu ça quand tu t'es dit, j'ai beaucoup plus à offrir qu'à des enfants, tu sais, je dois déployer mon œuvre, je dois déployer mon potentiel. Comment tu l'as vécu? Moi, je l'ai vécu vraiment, ça a commencé avec la période du confinement, où est-ce que j'étais dans les écoles, puis là, on nous mettait de plus en plus des règles, de plus en plus d'interdictions, de plus en plus de barèmes, de plus en plus de choses, puis là, il y avait des conflits de valeurs énormes avec qu'est-ce que je croyais que je devais faire dans les écoles, puis qu'est-ce qu'on m'était imposé. Et là, ça a fait un gros... Là, je suis plus capable, il faut que je sorte d'ici. Fait que... Là, passe dépressive. Je veux pas. Puis après, je fais OK, c'est beau. Maintenant que je sais, maintenant que j'ai plus d'affaires là, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis je me suis mis à fouiller dans mes talents, à fouiller dans ce que j'aimais, à fouiller dans le « ici ». Puis une de mes amies qui est psychoéducatrice, qui m'a aidé beaucoup à cette époque-là, elle me disait « Si jamais tu as un exercice à faire en ce moment, même si tu vois que tout est de la merde, c'est que tu te prends une feuille, puis tu dis « OK, et si j'avais l'argent, et si j'avais l'espace, et si j'avais le temps, et si j'avais tout, sans exception, tu marquerais quoi sur ta feuille? » Fait que j'ai commencé à écrire des ébauches de, OK, peut-être une école de musique, OK, peut-être un centre de réadaptation par la musique, OK, telle affaire. Puis là, je mettais les pour, les contre, j'essayais d'étaler mes talents, savoir, je m'en vais où avec ça. Puis, en parallèle de ça, je me suis découvert quand même une fibre thérapeutique très, très, très forte, des dons en énergétique que je commençais à découvrir et surtout à assumer. Parce que s'assumer dans ce domaine-là, c'est pas facile. Je sais encore de le faire aujourd'hui. Parce que j'avais un feu à éteindre. J'avais quelqu'un qui traversait une épreuve, qui frôlait la mort à tous les jours, puis qui avait besoin de mon aide, qui avait besoin de mon soutien. Donc j'avais cette espèce de, il faut que je me concentre sur moi, parce que je suis en train de me découvrir, parce que je suis en train de construire quelque chose. Puis en même temps, j'avais ma sœur qui, elle, combattait la mort et pour sa vie, en fait, combattait pour sa vie à tous les jours. Donc là, je voyais que
les deux facettes étaient très, 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 très fortes chez moi. Autant l'enseignement, le côté artiste, le côté musique et tout ça, mais autant le côté relation d'aide, transformation de la personne et tout ça. Fait que là, ça a été mon gros dilemme pendant longtemps. À savoir, je fais quoi? J'ai réuni, je fais un, je fais l'autre. Puis c'est encore ce que j'essaie de mixer avec le plus de facilité possible. Et ça, c'est super important à garder en tête, justement, on en parlait un petit peu avant l'entrevue. Quand je dis tout le temps que tout le monde devrait être travailleur autonome, solopreneur, parce que ça fait partie de la vie comme l'adolescence, comme devenir parent, c'est que, là j'amène des petites notions multidées, c'est que tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons cru être à des moments différents de nos vies, a créé une multiplicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chantal ado, Chantal enfant, Chantal fille, Chantal sœur, Chantal enfant de mon père, enfant de ma mère. Donc, toutes ces entités-là sont des entités propres, légitimes, qui sont là pour rester. Okay? Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on devient solopreneur, on tombe dans l'illusion de « Ah, ça va être une autre job ou ça va être mon gagne-pain ». Non, c'est le lieu de rencontre de tout ce que tu as été. Et le choix de croire que l'alliance, qu'il n'y avait personne qui n'avait pas sa place, qu'il n'y avait personne de trop ou de pas assez, parce que c'est l'alliance de toutes ces entités-là. C'est le choix de t'aimer dans tout ce que tu as été. Parce que c'est par l'amour de tout ce que tu as été que tu vas pouvoir enfin être tout ce à quoi tu aspires. Parce que tu vas reconnaître qu'il y avait du potentiel inexploré, non découvert, que ce que chaque entité a côtoyé a permis d'aller « Wow, j'ai ça! Wow, j'ai ça! » Mais quand on le vit, c'est comme « que je suis ça! » Fait que ce conflit-là qui s'installe à l'intérieur de nous, de vouloir cacher des aspects de nous, c'est ce qui va freiner, limiter notre champ quantique dans son déploiement. Et là, j'amène vraiment la notion de clientèle parce que, veux pas, dans la posture de solopreneur en herbe, le challenge, je vais-tu avoir de l'argent la semaine prochaine, je vais-tu avoir des clients la semaine prochaine, et là, nous lâche pas. Comme un enfant, c'est-tu là, c'est-tu là, c'est ça, OK? Ça lâche pas, OK? Et ce qui arrive, c'est que dans la reconnaissance de ce qui n'est pas capable de dire, ben oui, c'est là. Parce qu'on a douté à des moments de notre vie. Et on est là. Donc, dans la mesure où on est capable d'accorder de l'espace, la légitimité, du confort aux fluctuations, aux doutes, pas qu'on le cache, mais qu'on lui accorde sa place. Ça veut dire quoi? Ce que je disais à Marie-Catherine, je suis dans une période de contraction présentement. Donc, lorsque, je ne sais pas moi, le niveau d'une rivière, je prends la rivière comme exemple parce que j'habite à côté de la rivière Chaudière. La rivière Chaudière, là, il y a des bouts que quasiment, il n'y a plus d'eau dedans, et il y a des bouts que la rive opposée est rejointe et ça devient de la largeur d'un fleuve. OK? Donc, ces fluctuations-là sont immuables sur la planète Terre. Donc, on a des fluctuations au niveau de nos humeurs, au niveau de notre foi, au niveau de notre espoir, au niveau de l'argent, parce que l'argent, c'est une relation, c'est un affluent aussi. Au niveau de nos vibrations, est-ce que quand je parle, je suis écoutée, je suis-tu vue, je suis-tu entendue? Donc, tous ces mouvements-là sont des mouvements
auquel on doit accorder la fluctuation, un espace de légitimité à la fluctuation. Et c'est dans notre posture de, je sais pas pourquoi j'y crois, mais j'y crois, qu'on va pouvoir arriver à dealer avec les fluctuations du soloprenariat. Je peux donner un exemple très concret. J'ai vécu, je me souviens plus, ça fait peut-être 1 an ou 2. 2 ans à peu près. Je suis dans ma posture de, je sais que je vais toujours avoir l'argent que j'ai besoin, je l'ai toujours eu. Mais mon soloprenariat me challenge. Donc, je suis dans une fluctuation de basse densité, de haute densité, donc de basse influence. Et là, je suis comme... Puis là, je refuse de perdre espoir, je refuse de m'abandonner au mouvement qui me propose l'illusion d'une carence. Et je suis comme... Je sais pas, ça va arriver parce que j'avais une date, j'avais un paiement à livrer et j'ai dit, j'ai un paiement à livrer, fait que c'est sûr que je vais l'avoir. Quand ça se fait attendre. Et comme de fait, la veille du fameux paiement, je signe 2 contrats de 4 000 $, un payé cash down, un payé à moitié. J'ai fait comme, ça se peut ça! Ça se peut ça! J'avais oublié d'ouvrir l'hypothèse que ça se pouvait! Parce que on est tellement confronté à nos croyances, nos limitations, notre conception de l'argent, elle arrive de où, elle arrive comment, elle ne peut pas arriver, bang! Oui! Oui! OK? Donc, c'est là que, quand je dis qu'on a nos challenges de est-ce que je vais être capable de subvenir à mes besoins? Parce que à l'adolescence, c'est ça. C'est ça qu'on vit à l'adolescence, c'est j'ai dépendu toute ma vie de quelqu'un. Et là, on arrive, puis correctement m'organiser, et là, on tombe dans la confrontation. Oups, il m'en manque des bouts. Comment tu vis ça, cette période-là, où est-ce que tu as envie d'y arriver tout seul? Il y a des jours que tu es convaincu que tu vas y arriver tout seul et que ta réalité te confronte à « peut-être qu'il me manque quelque chose ». Comment tu vis ces fluctuations-là? Comment tu te repositionnes dans ton adolescence entrepreneuriale? Disons que de m'accorder des moments dans mon quotidien où est-ce que je me permets encore d'être entrepreneur dans mon quotidien au lieu de le mettre carrément sur la glace, me permet de continuer. Parce que, veux pas, les finances, ça a été un énorme challenge dans la dernière année. Le monde de l'enseignement, veux pas, c'est une bouée de sauvetage pour moi. Au début, j'avais dit, OK, ben tu sais, je vais prendre de la suppléance, fait que je vais pouvoir être fluctuant dans mon horaire. Je vais pouvoir mettre plus de temps dans mon entrepreneur si j'en ai besoin, moins dans l'enseignement et tout ça. Dans l'époque où on vit puis que tous les prix augmentent tout le temps, dans l'époque où est-ce que le monde de l'enseignement est très fluctuant et très changeant, on est dans une époque où est-ce que le système d'éducation ne va pas bien. Dans une période de contraction aussi. Oui, on est dans l'adolescence mur à mur. Veux pas, la vie et moi-même ont fait en sorte que j'ai fait « oh, t'as peu. Là, je peux plus juste prendre cette décision-là de faire, je vais faire rentrer de l'argent un peu, là, il faut que je remplisse les coffres parce que je suis toute seule. Justement, je ne peux pas dépendre de personne. OK? Puis, c'est de prouver aussi à sa famille que non, tu n'en as pas besoin du petit coup de pouce, puis qui embarque dans tes dettes, puis qui t'aide avec ça. Non. Fait que là, il faut trouver la solution où est-ce que je suis entrepreneur responsable, puis il faut que ça avance. Peu importe ça va avancer où, il faut que ça avance. Fait que au début de l'année scolaire, je dis non, je vais refaire de la suppléance, je vais être correct et tout ça. Rendu à l'automne, la catastrophe pète d'un point de vue financier. Je n'ai pas le choix de reprendre un contrat. Donc là, je reprends un contrat, puis je me dis, ben là, j'étais écœurée du primaire, de l'enseignement du primaire, tout ça. Je connais à quel point c'est exigeant côté énergie. J'aimais beaucoup la clientèle. J'adore ce que je fais, ça, je l'ai toujours dit.
J'adore être au contact des humains, faire évoluer les gens avec la musique, fait que ça reste même dans mon entreprise. Ce que j'aimais pas, ce que j'aime encore pas, c'est le cadre de mon employeur. J'ai dit, je vais essayer secondaire. Oh wow! Fait que là, je restais encore dans mon, je vais prendre un 75% de contrat, fait que ça va me laisser du lousse, tu sais, comme là, aujourd'hui, je suis dans une journée cycle, parce que les écoles, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des journées où est-ce que tu enseignes, tu es en présentiel, mais il y a des journées où que tu n'enseignes pas, tu es supposé faire de l'application, des choses comme ça, c'est un contrat. C'est vraiment pas du temps à l'heure, là, c'est un contrat à l'année que tu embarques. Signé quasiment avec ton sang. Fait que j'embarque là-dedans, et là, je me dis, oh, il y a beaucoup plus d'adaptation que je dois faire. Il y a beaucoup plus de remise en question. C'est beaucoup moins... tu sais, je me dis, je vais retomber dans mes pantoufles, fait que je peux quand même mettre mon énergie sur mon entreprise. Fait que là, je suis encore dans le mode adolescente où est-ce que je me dis, tabarouette, là, vas-tu mettre plus de temps dans ce qui te donne du pain sur la table et qui te permet de payer ton loyer, ou tu vas remettre du temps aussi dans ce qui te passionne puis ce qui te fait vibrer, tu sais. Puis là, j'essaye comment je pourrais dire, de chevaucher les deux, de me garder aussi en haleine. J'avais des projets de cours en ligne qui s'est pas annulé, mais reporté, tu sais, c'était plus le bon moment. Fait que là, j'avais tout monté, roche pour que ça soit disponible. On m'appelle, on me dit non, finalement, garde-le sur la glace, il faut monter autre chose. OK. Là, ben, c'est OK, mais ça me débloque du temps pour, mettons, faire des retraites, qui est un projet que je voulais faire depuis longtemps. OK, on met du temps là-dessus. Finalement, la retraite est repoussée d'1 mois, de 2 mois. Fait que c'est toujours un... On pense que, puis fuck. Oui, il faut que je garde espoir, il faut que je garde le cap pour dire, ben, c'est encore viable, c'est encore ce que je veux. Puis les sous vont arriver quand que le temps va être dégagé, mais ce que j'accompagne aussi en individuel. Puis une de mes clientes, elle me fait cheminer beaucoup parce que, veux pas, ça reconnaît un petit peu. Puis j'ai dit, comment veux-tu avancer quand tes feux sont constamment à aille? Il y a trop de feux à éteindre. Fait qu'en lui disant ça, je disais, on va éteindre les feux. À te dire. Je dis, on va éteindre les feux, tu sais. On va pousser dans qu'est-ce qui nous travaille en dedans, on va essayer de stabiliser tout ça. Puis, lorsque on est à cheval sur quelque chose comme ça, tout ce que ça propose dans le corps, c'est je le sais pas. Tout ce que ça propose dans le corps, c'est imagine-toi là sur un lac ou une rivière avec un pied dans 2 chaloupes différentes, ben c'est comme ça qu'on se sent. On a envie de se dire, ben écoute, on va y aller avec un qu'une, et il n'y en a aucune qui te tente parce que dans une, tu sais que tu vas t'éteindre, et dans l'autre, tu sais pas. Et le contexte financier te propose que tu vas mourir de faim. Donc, cette dualité-là est la même que ce qu'on vit à l'adolescence. À l'adolescence, on veut être vu et entendu, donc on veut être différent en quelque sorte. Et dès qu'on est différent, veut pas, on est vu et entendu, et c'est là qu'on vit l'inconfort de notre différence. Et à tous les matins, on choisit, est-ce que je m'habille pour être vue ou je m'habille pour me cacher? Est-ce que je parle pour me plier à la masse, pour être acceptée par la masse, ou je parle pour m'honorer dans ce que je suis? Donc, ce challenge-là qu'on vit à l'adolescence de vouloir être soi, de se donner le droit d'être soi ou pas, c'est le même qui se vit lorsqu'on tombe dans l'entrepreneuriat. Est-ce que je reconnais ce que je suis comme extraordinaire, ou j'en cache des petits bouts, ou je n'y crois pas? Et veut pas. Tout à l'heure, je parlais du phénomène entitaire. La petite, là, ou le petit, là, il a été abandonné déjà. Comment ça, il a été abandonné? Parce que lorsqu'on a cru
parce qu'on y a cru. Si moindrement on est honnête avec nous-mêmes, on y a cru. Peu importe, on peut y avoir cru pendant 5 minutes, on peut y avoir cru pendant 10 ans, mais un jour ou l'autre dans notre vie, on y a cru qu'on n'était pas assez, qu'on était trop, qu'il nous manquait quelque chose. On a goûté à l'isolement, à l'impuissance, à la culpabilité, à je ne sais pas, hostie. Et on a été confrontés à se choisir d'accepter qu'on ne sait pas ou de le cacher qu'on ne sait pas. Donc, le jour où est-ce qu'on a choisi de cacher, ne serait-ce qu'un aspect de nous, ce qui a été caché, c'est très bien qu'on est capable de cacher. Et c'est ça, le doute. C'est que le jour où tu choisis de faire ton coming out, okay? On a utilisé ce mot-là pour l'homosexualité, pour toutes les orientations sexuelles, mais un coming out en tant que solopreneur, c'est un coming out. C'est je sors et j'accepte d'être vu, entendu et tout nu. Et c'est là que tout se joue. C'est que si tu veux être vu et entendu, mais pas tout nu, tu te caches. Et ce qui se cache est ce qui va freiner l'afflux financier, clientèle, monétaire, tout. Que tu passes par les médias sociaux, que tu passes par n'importe quoi pour rayonner. Si tu caches un aspect de toi, et c'est pour ça que j'ai développé l'approche du marketing quantique, si tu caches ne serait-ce qu'un aspect de toi, ton champ quantique qui déploie « je suis extraordinaire, je m'aime, t'en veux-tu », ça ne ment pas. Et cette confrontation-là, lorsque j'encourage tout le temps les gens à aller dans le réseautage, parce que c'est dans le réseautage qu'on voit que, oups, ce petit bout-là, moi, le garder pour moi. Et lorsqu'on le vit, on doit se repositionner. Un coup qu'on l'a vu. Un coup que ça sait, que c'est caché, que c'est en prison, que c'est en cage. Ça, là, ça procure dans le corps une crispation tellement dense. C'est ce qui va faire l'opossum. Tout le monde sait c'est quoi un opossum, c'est ce qui fait le mort, là, quand c'est pour être pris en chasse. Bien, lorsque tu te caches, tout dépendant de l'intensité avec laquelle tu te caches, au niveau vibratoire, au niveau quantique, ça va te crisper et tu vas devenir aussi vibrant qu'une table. Donc, tu vas devenir un opossum. Est-ce que tu es accessible? Est-ce que tu es visible? Est-ce que ton champ quantique est en mouvement et captable par ta clientèle? Non. Donc, c'est pour ça que c'est si important que le jour où tu choisis de devenir travailleur autonome, solopreneur, tu as 2 options. Soit tu fais ton coming out avant, soit tu fais ton coming out pendant. Un dans l'autre, tu vas te ramasser à faire ton coming out. Où en es-tu dans ton coming out? Parce que, je ne veux pas, rendu à presque 2 ans, tu as posé le regard sur le coming out à faire. C'est impossible que tu ne l'aies pas vu. Ouais. Maintenant, où est-ce que tu en es après 2 ans dans ton coming out? Est-ce qu'il y a encore des petits bouts? Est-ce que tu te reconnais chez ta clientèle? Est-ce que tu essayes encore de cacher des petits bouts ou tu es rendu confronté à tu n'auras pas le choix de les sortir? Tu es où dans ton coming out? Je suis à un point où est-ce que c'est maintenant ou jamais. J'aime pas cette phrase-là parce que justement, ça crée beaucoup de crispation. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est un feeling que ça a besoin de sortir. Avant, c'était j'y vais la tête baissée puis go, on y va. Maintenant, c'est plus ben là, ça fait assez longtemps que tu en parles, ça fait assez longtemps que tu en rumines, assez longtemps que tu vois tous les scénarios possibles et inimaginables de réussir et de te planter. C'est là, tu sais. Donc, je dirais que dans la dernière année, j'étais à construire le « je suis ». J'avais à construire mon image, j'avais à construire, tu sais, tout d'un point de vue marketing, l'image de marque,
ton logo, tes valeurs, tes missions, les outils que tu allais utiliser, le comment que tu allais le faire. Fait que j'étais dans le je suis. Là, en ce moment, je suis dans le... Et si j'étais? Ouais. Fuck, qu'est-ce que je rendais si j'étais? Ouais. C'est plus ça. C'est que là, je suis rendue à un point où que ce qui me parle depuis 2 ans a plus le choix de sortir. Fait que là, j'ai des projets de podcast sur l'impact de ce que la musique a réellement chez l'humain et d'un point de vue psycho-émotionnel, mais aussi vibratoire, à quel point cet outil-là nous rentre dedans, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Moi, je trouve que c'est un outil formidable et plus que j'en parle à mes amis, plus qu'ils font « Mais tu te rends compte qu'il y a juste toi qui penses de même? » Ben, je pense que, si tu me permets, Marie-Catherine, on va aller sur un terrain un petit peu plus glissant. Parce que je connais des bouts de toi qui ne peuvent pas être contournés dans l'entrepreneuriat et c'est ce que tu as vécu avec ta sœur et c'est cette alliance à la musique. Moi, je vois vraiment un gros parallèle entre ta sœur et ton entreprise. Et ça se peut que ça brasse Marie-Catherine parce que ça me brasse moi. OK? Je vais amener des notions très importantes au niveau du soloprenariat. Toute notre vie, toutes les relations qu'on expérimente ne sont que la reproduction de nos relations fondamentales. Donc, on parle de la relation au père, de la relation à la mère, de la relation à nos proches. Donc, que ce soit dans notre vie sociale, dans notre travail ou dans le soloprenariat, on reproduit nos relations à l'autre. C'est totalement inconscient. Notre champ quantique nous reproduit nos postures relationnelles afin qu'on sorte des illusions initiales. Que ce soit qu'on ait côtoyé l'impuissance, l'isolement, la solitude, le rejet, l'abandon, peu importe, c'était des illusions parce que nous étions unis. On a choisi de croire qu'on était désunis, rejetés, abandonnés ou peu importe. Et je crois qu'un des plus gros sacs à dos, boulets, qu'on traîne dans l'entrepreneuriat, c'est l'illusion de l'impuissance. Et bien sûr, lorsque on s'occupe de sa sœur et qu'on a l'espoir longtemps de lui sauver la vie et qu'elle n'était pas là pour ça, cette illusion, puis j'insiste sur le mot illusion d'échec, veux pas, tu la recôtoies dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, de manière lucide ou non lucide. Et est-ce que tu lui as touché à cette similitude-là? Le challenge de savoir ou pas. Parce que moi, ce que je vois dans ta proximité à la musique, c'est que tu savais le bien que tu lui faisais. C'était votre zone de rencontre, votre zone de fusion. Pourquoi je le sais? Parce que moi aussi, j'ai quelqu'un qui est mort de la fibrose kystique et c'est notre pont d'alliance. Parce qu'aujourd'hui, quand je mets notre toune à ma meilleure amie qui est morte à 37 ans, quand je mets notre toune, j'ai dit « embarque, puis danse avec moi ». Donc, je crois que ton attachement à la musique est lié à ta relation à ta sœur qui a été votre espace d'isolement, où est-ce que l'oubli de la maladie, l'oubli de l'illusion, de la proposition qu'un deuil s'en venait, a permis une alliance profonde entre vous. Ça se peut que je me trompe, moi c'est ce que je vois. Est-ce que tu as vu ce parallèle-là et est-ce que tu conscientises les choix que tu as à faire par rapport à ça? Non, je ne l'avais pas vraiment vu sous cet angle-là. Je l'avais vu plus d'un point de vue
la musique peut faire des fois au-delà de ce que nous, on voudrait faire. Je me rappelle d'une fois, ça m'avait marqué. J'ai toujours été proche de ma sœur. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On va remettre le point sur lui. Il y a eu un avant pendant Il y a eu un avant. Tu sais, le avant était, elle est née malade, je suis née santé. Donc, toute notre vie, on a cru qu'on ne pouvait pas coexister en étant une relation... on se voyait comme deux opposés, surtout. Sur notre physique, sur nos goûts, sur notre manière de vivre, sur absolument tout. Le jour où que moi, j'ai décidé de m'assumer, donc ma dépression, où est-ce que je dis, OK, c'est beau, je m'en vais en entrepreneuriat, carrément. C'était le bout où est-ce qu'elle a décidé de s'ouvrir par rapport à moi. C'est le bout où est-ce que, juste pour un concours de circonstances, je me suis tellement montrée vulnérable envers elle qu'elle a décidé de se montrer vulnérable envers moi. Et c'est le point tournant qui m'a permis d'entrer dans sa vie et de l'accompagner pour le 1 an et demi qui lui restait, qu'on ne savait pas. En fait, je rentrais dans sa vie en disant, c'est le tout pour le tout, puis je vais me mettre entière et complète à ta disposition, et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis toute ma vie sur pause pendant 1 an et demi. J'étais à l'hôpital avec elle à tous les jours, 8 heures par jour. On se relayait avec mes parents, son chum et tout. Mais c'est sûr que j'ai utilisé la musique au moment où est-ce que j'étais plus capable de garder la posture de thérapeute, puis qu'elle, elle avait des besoins que j'avais encore de la difficulté à transmettre. Il y a une scène où est-ce qu'elle m'a emmenée, pas une scène, c'est la vraie vie. Elle était dans son lit d'hôpital sous respirateur artificiel, donc elle ne pouvait pas parler. Puis c'est quelqu'un qui n'arrête pas de parler d'habitude. Là. Fait que ça a été très difficile à vivre. On lisait sur ses lèvres, on réussissait à communiquer. Mais à chaque fois qu'elle avait mal, elle ne pouvait pas le communiquer, il n'y avait pas de son qui sortait. Puis ça, je l'entendais, puis je le ressentais énormément. Et qu'à un moment donné, j'ai juste pris mon ukulélé une journée, puis je m'amusais à lui dire que quand je rentrais dans sa chambre, j'étais son comité confort. Je m'assurais de mettre des huiles essentielles dans un diffuseur pour qu'elle puisse sentir autre chose que des senteurs d'hôpital. J'y faisais des massages, j'y massais les pieds, les cheveux, je m'occupais d'elle. Mais aussi, à un moment donné, j'ai juste pris mon ukulélé puis j'ai permis de vivre les émotions qui étaient incapables de sortir avec la voix, incapables de sortir verbalisées. Juste en chantant des chansons que je savais qui rappelaient sa vie à elle, mais la vie à nous aussi. Fait que non, j'avais jamais vu ce parallèle-là, mais effectivement, c'est... Je pense que ce moment-là a été le début de 2 grandes histoires d'amour. Ouais. Ton amour de la musique, ton amour de ta sœur. T'es-tu capable, aujourd'hui, encore, de tenter de faire croire aux gens qu'elle est morte? C'est une bonne question. Je vais te laisser mijoter à feu doux. Parce que lorsque on crée des ponts comme ça avec une personne chère, moi c'était une amie, Catherine c'était sa sœur, lorsqu'on crée des ponts comme ça et qu'on goûte à la proximité au-delà de la mort, c'est fascinant à quel point on n'est plus capable d'y croire que c'est la mort. Tellement, je vais vous conter une anecdote vraiment drôle pendant que tu mijotes encore à faux doux un petit peu. J'étais allée voir une médium une fois, puis on était dans un processus de transformation quelconque, et elle me parle de ma fameuse amie qui est décédée, puis là, elle me demande, elle dit, es-tu réincarnée? Elle dit, elle est tellement proche. Elle dit, t'as-tu quelqu'un? Fait que là, on calcule le nombre d'années qu'elle est morte, si j'aurais quelqu'un de cet âge-là dans ma vie, ou peu importe. Et on trouve pas, puis là, moi, j'essaie d'ouvrir des hypothèses, puis
Puis là, je suis comme, non, esti, elle est là. Tu sais, elle est là. Et la rencontre d'après, la personne me dit ah, j'étais allée fouiller, puis finalement, non, elle n'est pas réincarnée, elle est juste là, elle est restée parce que c'est drôle. Et je me rappelle de cette personne-là, quelqu'un qui a la fibrose kystique a de la misère à respirer. Fait qu'imaginez rire. Et cette personne-là, de tous les gens que je connais, que j'ai connus et que je connais aujourd'hui encore, c'est le rire le plus vivant que j'ai goûté. Parce qu'elle riait de tout son corps, de tout son être. Et ce qui a gardé le pont de connexion avec mon ami, c'est que je l'entends encore, son rire. Et vous savez que les comptes Facebook, ça traîne, là. Il y en a qui célèbrent son année de mort. Ben, moi, je célèbre encore sa fête. Puis on rit ensemble, puis on danse ensemble sur notre tune. Donc, tout comme Marie-Catherine a le choix de croire que tout ce qu'elle a donné, tout ce qu'elle a offert dans l'espoir de sauver la vie de sa sœur, c'était en vain, elle a le choix de croire que c'est ce qui a mis du béton dans le pont qui les liait de leur amour. Et de la même façon, lorsqu'on entre en soloprenariat, on a le choix de se sentir abandonné, isolé, différent. Mais tous les jours, lorsqu'on refait le choix de rester et de ne pas lâcher ou de cesser de croire en nous, notre âme pleure de joie parce qu'elle ne se sent plus seule. Lorsqu'on abandonne, lorsqu'on lâche, lorsqu'on choisit de croire en une fin, notre âme pleure. Et lorsque on choisit de croire en l'immortalité de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, et que ça peut créer une alliance, ça pleure aussi, et de joie, tout comme je fais présentement, alors que j'honore tout ce que j'ai été, toutes les bêtises que j'ai faites, toute la honte, toute l'impuissance auxquelles j'ai été confrontée. Moi, j'ai pas côtoyé le deuil, j'ai côtoyé le suicide. Tout le monde essayait d'en finir dans ma vie et j'ai côtoyé l'impuissance. Mais on a toujours le choix de croire que c'était en vain ou que ça servait à quelque chose. Et je pense que tout à l'heure, tu parlais de « je suis », pondre l'image corporative, le logo, le titre, le nom et tout ça. Moi, j'appelle ça mettre quelqu'un au monde. Lorsqu'on vient au monde, on a notre baptistère qui confirme notre heure, notre nom, notre poids, tout, comment long on est, comment pesant qu'on est, comment... Ça confirme tout. Ben, quand tu choisis de devenir travailleur autonome, honore-toi. On s'en fout de ce que ça va être, ça va changer de toute façon. Mais honore-toi, honore ta date, où est-ce que tu as fait le choix, honore tes couleurs, peu importe ce qu'ils sont, mais mets-toi au monde. Un numéro d'enregistrement, ça coûte 35$. Honore-le, OK? Donc, mets-toi au monde de toutes les façons possibles et imaginables, parce que oui, ce que tu mets au monde le jour où tu choisis de devenir solopreneur, c'est l'alliance de tout ce que tu as été et de tout ce que tu peux devenir. Et je pense que cette relation-là, où est-ce que tu choisis de voir tous les éléments de ton parcours comme des cadeaux extraordinaires qui te connectent avec l'illimité, avec l'immortalité, je pense que c'est le fil qui garde la foi active. Est-ce que tu as terminé de mijoter un peu d'eau? Est-ce que je pourrais avoir la question? Dans le fond, comment tu... Je voulais l'écrire parce que c'est sûr, je vais l'oublier. Je me doute un peu, mais de avoir les mots exacts, ça va aider à ce que je ne parte pas dans une place autre. Dans le fond, est-ce que tu côtoies... quelle est ta posture actuelle face à l'impuissance? Je pense que c'est plus ça. OK. À l'illusion, parce que c'est toujours une illusion. Ouais, c'est plus ça. C'est comment que je réussis à convaincre les gens qu'elle est morte, là? Donc, oui, tu
sais très bien qu'elle n'est pas morte et tu sais très bien que ton entreprise non plus, malgré les zones de contraction intenses que tu expérimentes, parce que dans 2 ans, là, c'est une après l'autre. Puis c'est fou, hein, parce que, tu sais, d'en parler, je veux pas, on reparle des souvenirs, on remet des dates et tout. Puis aujourd'hui, on est tout près. On est à 8 jours près de la date de décès de ma sœur, du 2 ans. Et je suis à presque 1 an de mon immatriculation. Tu sais, j'ai immatriculé mon entreprise le 3 janvier 2023. Mais j'avais commencé mon processus de fouiller dans ce domaine-là, puis de chercher tout ça dès que j'étais avec elle à l'hôpital et même avant. Donc oui, ça fait à peu près 2 ans où est-ce que je suis dans un processus, où est-ce que j'avance, puis je construis. Mais la date officielle, c'est ça, se chevauche. Fait. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que de rendre quelque chose officiel te permet de plus y croire. Ma sœur n'est plus physiquement avec moi. Je ne peux plus lui toucher. Je ne peux plus la ressentir. Je peux plus... Il y a certains sens qui ne sont plus là. Par contre, la vie a fait en sorte que j'ai certains dons qui se sont développés de manière exponentielle quand je l'accompagnais. Et encore plus depuis qu'elle est décédée. Donc, je l'entends régulièrement être à mes côtés. Je la ressens de temps à autre. Je rêve à elle très, très, très souvent. Donc, effectivement, faire croire aux gens qu'elle est morte, c'est comme un peu la partie de moi qui a 3 ans puis qui est fait « Là, je suis tannée, je veux la voir pour vrai. » OK? Ça, c'est l'enfant de 3 ans. L'adulte, avec le cheminement à vitesse grand V de mon deuil que j'ai dû faire, a compris qu'elle faisait partie de ma vie, puis encore plus que quand elle était vivante. Quand elle était vivante, on s'appelait de plus en plus quand elle devenait malade, mais avant ça, on ne se communiquait pas tant. On n'était pas si proches que ça. Vraiment, j'ai connu une relation excessivement proche avec ma sœur que quand elle était malade, que lorsqu'on était à l'hôpital. Puis ça a été mon bout le plus dur, c'est de dire « Calice, ça a duré juste 6 mois de proximité, cette affaire-là. » Fait que non, je suis plus capable de croire qu'elle n'est plus là. Parce que je la sens, je la ressens. Écoute, elle me colle même de l'au-delà. C'est une anecdote qui mérite d'être contée. Mais c'est... Moi, Mon entreprise non plus, je suis pas capable, pour conclure, là, pour aller sur un autre sujet si tu en vas. Mon entreprise non plus, je ne suis pas capable de croire qu'elle est morte. Incapable. C'est juste on est sur la glace. Et là, les feelings de contraction que moi je vis ici, maintenant, aujourd'hui, c'est le pourquoi ça va pas plus vite. Je vais amener une notion super importante parce que j'accompagne les gens et de ces temps-ci, j'ai expliqué beaucoup la même chose. Donc, je te livre aujourd'hui en espace coaching parce que je suis sûre que ça va te donner des clés importantes. Le mode de communication qui nous lie à l'autre, c'est ce qui fait qu'on choisit d'y croire. Là, on va avoir un train qui passe. C'est génial. Ça va te donner le temps de mijoter à feu doux. On va laisser le chou-chou se faire. Ça me tente pas de faire pause. Chou-chou. Un chou-chou de l'au-delà. Parce que notre relation à l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on aime et qu'on est convaincu que l'autre nous aime? Est-ce que je suis capable de donner un petit bout d'amour? Est-ce que je suis capable de compter « je t'aime 1, 2, 3 » Non. On choisit de croire qu'on aime et qu'on est aimé. Et malheureusement, on est esclave
De nos sens. de notre corps. Et là, ça va te donner une belle clé au niveau de ton entreprise. Marie-Catherine nous témoignait qu'elle ne s'est jamais sentie aussi proche de sa sœur que sur les derniers 1000. Et malheureusement, c'est le moment où est-ce qu'on se sent unis. Parce que l'âme, à l'intérieur de notre corps, veut se sentir unie, veut se sentir liée. Et tant qu'on n'est pas dans une posture où on se voit et considère comme un agent liant, si on peut dire, ça propose l'illusion d'isolement. Donc, plus on est contracté, plus on devient comme une table, moins la table, tu sais, la distance entre moi et la table est très différente parce que je suis molle puis elle est dure. Donc, concrètement, au niveau sensoriel, ça propose une différence d'inaccessibilité, de proximité inadéquate, impertinente, inaccessible. Marie-Catherine a vécu la proximité dans la souffrance et ça se reproduit dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? C'est que dans la souffrance, donc dans l'inconfort, au niveau, on va appeler ça comme ça, dans l'inconfort, au niveau du soloprenariat, elle croit en son entreprise, elle croit en elle, et c'est tangible, c'est concret, elle y touche. Lorsqu'on est dans l'extase, dans la dilatation, il faut choisir d'y croire parce que ça ne goûte rien. C'est notre choix de nous abandonner à la folie de ces là, et j'y crois. Donc, sa posture relationnelle avec sa sœur a influencé sa posture relationnelle à l'entrepreneuriat parce que les croyances qui l'ont amené à constater sa proximité avec sa sœur étaient la souffrance. Donc, plus elle veut être proche de sa sœur, plus elle veut être proche de sa clientèle, plus elle veut être proche de son entreprise, plus elle veut être proche de son œuvre, plus elle va aller chercher la contraction parce que c'est là qu'elle a senti un des plus belles connexions d'amour de sa vie. Donc, je trouve super génial. Je savais pas pourquoi que je savais qu'on allait faire... Je suis dans l'ordre, Non, mais on peut sortir de là, OK? Donc, j'accompagne des gens justement dans la sortie de cette impasse-là. Mais pourquoi j'ai tenu à le nommer? Parce que d'un, ça va servir énormément de gens. Parce que dès que le regard est posé sur l'œuvre, c'est vu et entendu, tout comme l'arrière-scène d'un studio de télévision. Une fois que c'est vu, ça n'aura plus besoin de quêter ça. Ça sait que tu adores ta sœur. Ça sait que tu voulais être proche de ta sœur. Et ça sait que tu l'as été. Et au coup que c'est vu aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais te faire accroire. Parce que tu as réussi à le reproduire. Maintenant, tu peux faire un choix différent. Donc, notre désir de proximité se manifeste dans le soloprenariat et partout. Donc, c'est pour ça que la posture de l'adolescent, lorsqu'on est un bébé entrepreneur, c'est correct, je vais y arriver tout seul, je suis pas capable, mais je me cache, coudonc, y a-t-il moyen que je développe mon autonomie? Toutes ces postures-là sont des postures limitantes. Pourquoi? Parce qu'on veut cacher nos limitations. Donc, c'est là où est-ce que l'humilité, quand je donne ma formation marketing quantique, je dis l'amour du je ne sais pas. Donc, l'humilité est le pas le plus bénéfique, important, mais difficile à faire lorsqu'on devient solopreneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on flottait sur notre projet, puis qu'on a parlé à tout le monde, puis que là, c'est comment on va faire, ben on a envie d'effacer tout ce qu'on a dit à tout le monde, parce que là, on se rend compte à quel point ça va être difficile, on ne sait pas quand,
comment, le temps que ça va prendre, qu'est-ce que ça va prendre. Et plus on avance, plus on se rend compte de tout ce que ça va exiger. Donc, l'amour inconditionnel de soi, et c'est là les challenges. C'est là que le soloprenariat devient vraiment, oui, comme devenir parent, comme l'adolescence. Quand on choisit d'avoir un enfant, on se dit « Ah, ça va être facile, je vais lui donner tout l'amour du monde! » OK? Donc, on ne savait pas qu'on pouvait faire une semaine de nuit blanche, tout comme tu probablement que tu ne savais pas tout ce que tu pouvais donner à ta soeur. Donc, tu as découvert des limites, tu as découvert des richesses, tu as découvert un outil extraordinaire, la musique, qui te permet aujourd'hui, à tous les jours, avec tous tes clients, avec tes élèves, avec toi-même, de dire « Je fais un party avec ma soeur aujourd'hui. » Donc, cette épreuve ou cette étape de ta vie t'a permis de te connecter à un outil exceptionnel, extraordinaire, la musique. Tu t'en es servi comme un outil thérapeutique, tu t'en sers comme un outil de connexion, tu t'en sers comme un outil d'évacuation. Oui, mais de tremplin aussi, de tout. Tu sais, mettons, cette semaine, en ce moment, le contrat que j'ai, c'est que j'enseigne la musique au secondaire, mais dépendamment des budgets, qui ont des instruments divers. Présentement, je suis dans une école où est-ce qu'il y a presque juste la guitare et des instruments de band, fait que piano, batterie, basse et tout ça. Et je me surprends à reconnecter à mon adolescente parce que en adolescence, ce qui me permettait d'évacuer ma souffrance puis mon incompréhension puis mon ça va-tu finir, qu'on vit pas mal toutes. Je me rends compte là, c'était de composer. C'était de mettre sur papier mes états d'âme, de le mettre en musique pour que ça soit le plus vu et entendu possible, même si c'était pas vu et entendu par plein de monde, mais par moi surtout, là, que ça soit sorti. Et cette semaine, c'était pas facile à l'école. Donc, après une dure période où est-ce que je me suis fait challenger par les élèves de manière gigantesque, j'ai décidé de reprendre une guitare puis faire tabarouette, je vais le sortir pour de bon. Je l'ai composé, je l'ai écrit. En moins de 2 heures, c'était fait. J'avais quand même déjà fait ça dans ma vie, mais ce que je veux montrer aux gens dans mon entreprise, c'est que cet outil-là n'a pas besoin d'être parfait pour être utile. Et là, je m'écoute parler. Est-ce que tu serais déjà utile outre la perfection? Bravo pour ton perfection, Marie-Catherine! Mais c'est vraiment ça, tu sais, les élèves en ce moment sont très, très, très confrontants, surtout dans mon cours, parce qu'ils se font dire « c'est pas utile ». Ils se font dire « ça ne mènera à rien ». Puis en plus, c'est confrontant parce que tout le monde me voit, tout le monde m'écoute, tout le monde m'entend, puis tout le monde entend mes erreurs. OK? Et moi, je me force et je me bute à dire « mais fais juste essayer! » Fais juste te faire du bien. Fais juste essayer, fais juste te connecter à ce qui te tente puis à ce qui sort là, maintenant. Et la relation à l'erreur, je pense que c'est quelque chose que je peux le plus aider les gens parce que c'est quelque chose qui me challenge le plus, moi. C'est quelque chose que tous les artistes, tous les sportifs de haut niveau, haut ou bas niveau, la relation à l'erreur est quelque chose qui est difficile aux gens à accepter. Beaucoup, beaucoup. Dans la mesure où elle est conçue comme une erreur. Voilà. Ça fait déjà 1 heure qu'on partage les soubresauts du soloprenariat. Donc, on a parlé un petit peu en conclusion, on va conclure sur l'œuvre de Marie-Catherine. Donc, Marie-Catherine, comme tu peux le constater, est devenue une passionnée de la musique pour une multitude de raisons, mais ce qu'elle veut faire, c'est t'aider à aller te connecter à un outil qui peut s'avérer simple. Il y a des outils, des instruments de musique, il y a tellement d'instruments de musique. Puis moi, ça a été le dessin qui m'a aidé à sortir de traverser mon adolescence. Je faisais de la diarrhée émotionnelle sur du papier. Il y en a qui trouvaient ça beau, puis moi, j'étais comme juste hostie, c'est sorti. Mais on a à trouver
notre outil par excellence pour évacuer. Et non, on n'a pas besoin d'être un champion en musique ou en quoi que ce soit. On a à accorder l'espace à ce qui est là. Et je pense que dans le soloprenariat, si tu ne trouves pas ta façon d'évacuer, que ce soit la danse, de gigoter, de crier, de dessiner ou d'aller vers la musique, c'est là que ça devient un problème parce que oui, il y a des zones de contraction, il y en aura toujours. Dans la mesure où tu essaies de les fuir, de les contourner, de les éviter, elles vont te rattraper. Donc, le but n'est pas de faire ça. Le but est de leur accorder leur espace pour devenir confortable dans les zones de contraction. Moi, la première, là, j'ai fait 4 dépressions avant de me rendre compte que j'étais un affluent émotionnel épouvantable, que j'étais une tornade ou un lac, et que pour moi, le lac était hautement inconfortable. Donc, on doit développer le confort autant dans les zones de contraction que pour de jouir des zones d'extase, de dilatation. Donc, le but, c'est pas de les éviter, c'est de se dépêcher à développer le confort dans nos zones de contraction. Et c'est par accorder l'espace à ça. Et Marie-Catherine est un outil excellent. La musique, c'est un outil, moi, la première, quand je me paye un trip je gueule sur tout ce qui joue comme musique, je danse, je bouge, peu importe. La musique est un outil extraordinaire parce qu'autant par le produire que l'entendre, que whatever, ok? L'enfant, quand il est bébé, tout ce qu'il veut, pourquoi il trouve ça tellement drôle de tirer une bebelle à terre parce que ça fait boing? Il constate qu'il y a un impact sur son milieu. Et lorsqu'on danse, lorsqu'on crie, lorsqu'on joue, lorsqu'on tape sur un tambour, même si c'est pas un beat parfait, ça fait du bruit et on renoue avec notre capacité à avoir un impact sur notre milieu. Donc, je peux pas contourner le plus gros remerciement, Marie-Catherine. Je sais que c'était plus ou moins confortable, mais pour moi, c'est important que les gens sachent qu'il n'y a pas que du confort, mais en conclusion, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui fait que tu restes et que je sais très bien que tu ne fermeras jamais ton entreprise et tu sais aussi qu'est-ce qui fait que tu es convaincu que tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais hostie, tu restes? C'est mon amour de l'humain, en fait. Je carbure à voir les gens s'exprimer puis connecter à ce qui leur fait du bien. Quand je vois quelqu'un qui touche à sa voix pour la première fois de sa vie, moi, ça me fait brailler. Parce que je me tue à dire que la musique, ce n'est pas une catégorie, ça fait partie de notre ADN. C'est pas tu es musique ou tu es pas musique, tu l'es, point barre. On est vibration. C'est tout. T'sais. Après, à quel degré tu vas aller le développer, à quel degré tu vas augmenter ton niveau de compétence, ça c'est un choix. Donc, toi, c'est vraiment l'amour de l'humain. Tu dis, pas question, je le laisse sans qu'il goûte à la vitalité de la musique. Ouais. Donc, je te remercie beaucoup de t'être prêté à cette folie de démystifier le soloprenariat. Merci beaucoup pour ton dévouement à l'humain, de ton choix d'y rester. Des gens comme ça, il en faut parce que les ressources sont requises d'une grande variété parce que la détresse est d'une grande variété. Donc, oui, si tu doutes encore, il y a quelqu'un qui a besoin de toi, quelque part, c'est certain, puis sûrement plus qu'une personne. Donc, fais la liste aujourd'hui de ce qui fait de toi quelqu'un de différent et choisis de croire que c'est une richesse. C'est là que je veux t'amener parce que c'est là que tout le monde a le droit d'avoir sa place et d'œuvrer en tant que solopreneur à l'humanité. Donc, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle. Je te souhaite de faire le saut. Je te souhaite de devenir confortable dans les montagnes russes si ton saut est déjà fait. Et je te souhaite une excellente journée, le confort dans la tempête. Merci. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Bonne journée.